Tout le monde? Denis? En demi-cercle? Donc, bienvenue à la 33e vigile, mars 2011. Ici maintenant s'amorce une mobilisation citoyenne infinie. Le mépris, le paternalisme et la corruption des mœurs et des institutions ont assez duré. Soyons visibles, occupons notre territoire et reprenons possession du Québec, de ses ressources et de ses institutions. Tous les samedis à 14h, des vigiles ont lieu au Québec. La création de ces vigiles a germé d'un échange entre Luc Archambault, Denis Julien, Sylvain Racine et d'autres sur le site de vigile.net. L'idée fait son chemin et donne naissance à la première vigile à l'initiative de M. Daniel Leroy devant le bureau de Jean Charest à Montréal le 22 janvier 2011. À la suite de 3 vigiles montréalaises, le 19 février, Luc Archambault lance la tradition d'une vigile citoyenne hebdomadaire chaque samedi à 14h à la place du peuple souverain du Québec sous le nom d'Opération Vigile du samedi. Pour inspirer l'initiative, Montréal décide de poursuivre la tradition Champ de Mars derrière l'Hôtel de Ville, le 26 mars 2011. L'initiative tente de créer une tradition québécoise historique qui a porté ses fruits à Mont-Saint-Hilaire depuis le 2 avril, à Gatineau depuis le 21 mai. Donc, en passant, Gatineau a recommencé. Il y a des vigiles à Gatineau qui ont recommencé. M. Racicot s'est inspiré, a été inspiré par le Grand Rassemblement et a décidé de poursuivre les vigiles. Et donc, bravo à Guy Racicot, on a une bonne main d'applaudissement. Et aussi à Mont-Saint-Hilaire, eh bien, finalement, les vigiles de mars 2011, Mont-Saint-Hilaire, au lieu d'être à chaque samedi, ils ont décidé de faire ça à chaque samedi de chaque mois, de le faire une fois par mois, parce que finalement, c'était toujours un peu les mêmes qui se présentaient là, puis il était peut-être 3-4, quelque chose comme ça, puis ils voulaient comme espacer pour plus condenser ce qu'il y avait à dire, donc c'est ça, pour pas trop répéter les mêmes choses tout le temps. Donc mars 2011 invite le peuple du Québec à créer ses propres vigiles dans chaque ville et village du Québec. On peut penser à Occupons Montréal et Occupons Québec et tous ces endroits-là. Ben, nous, ce qu'on dit, c'est partez-vous une vigile chaque samedi près de où vous habitez. Donc ça implique pas des tentes, ça implique pas d'occuper le territoire, ça implique tout simplement de se présenter à 14h près d'un lieu de mémoire ou près de l'hôtel de ville et d'avoir une prise de la parole, et puis de discuter, d'échanger et de proposer des solutions, des actions. Donc le mouvement est disponible pour du support, à trouver l'inspiration de vous unir dans la rue. Chaque samedi, 14h, un lieu de mémoire collective près d'où vous habitez. Donc une vigile n'est pas un spectacle, personne n'y vient pour divertir ou pour se faire divertir, quoique vous pouvez venir divertir d'une façon très subversive, ça, il n'y a aucun problème. En tant que citoyens et citoyennes du Québec, nous avons tous un rôle à jouer, celui de veiller, de surveiller, de tenir nos gouvernants à l'œil, de nous rencontrer, de nous parler et de nous imaginer autrement. Ces vigiles sont autonomes les unes des autres, mais leurs objectifs communs sont de dénoncer les abus du gouvernement Charest et d'exiger sa destitution. Donc là, ça fait 7 mois qu'on exige sa destitution. Et donc, mars 2011 vous invite à prendre la parole, participer activement à un exercice démocratique citoyen de base de manière physique et réelle, sortir du confort de votre maison, utiliser cette tribune citoyenne non censurée diffusée sur l'Internet pour exprimer votre point de vue, dénoncer une situation, proposer une solution ou une action. Le Québec doit changer, et ce, dès maintenant, nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci. Donc, alors, c'est la 33e vigile. Je voulais faire un retour sur le triptyque. C'est un événement qu'on a organisé, moi et Thierry Vincent. Et c'était une activité qui était faite pour épauler, si on veut, pour collaborer avec Cap sur l'indépendance. Et puis, donc je fais un retour là-dessus pour dire que c'était quand même un succès. Là. Le 22, ça s'est bien passé. Il y a la majorité des représentants qui sont venus et puis qui ont exprimé un peu leur position et tout ça, puis qui ont parlé de leur particularité et tout. Ensuite, il y a eu la grande marche et Thierry Vincent qui était là. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de Kodak, il n'y avait pas d'enregistreuse, mais Thierry Vincent a lu. Et bon, il y avait une dame qui était là et puis qui a écouté ce qu'il y avait à lire. Alors ça, c'est publié sur le site si vous voulez aller lire ce que lui a lu.
Donc, il y a eu vigile minimale, hein, on n'a pas renoncé à nos engagements. Évidemment, le 5 novembre, eh bien, là, c'était la discussion sur la fragmentation des mouvements souverainistes, qui fut quand même fort intéressant. On a réussi à quand même comprendre que c'était une question d'urgence. C'était une question de comprendre le degré d'urgence et de faire en sorte que est-ce que c'est alerte rouge, est-ce que c'est alerte orange, est-ce qu'on a le temps de discuter, est-ce qu'on a le temps d'être difficile. Et ce qu'on a réussi à comprendre, c'est que est-ce qu'on accepte, jusqu'où on peut accepter certaines façons de fonctionner de certains mouvements ou de certains partis politiques. Est-ce qu'on peut accepter certaines façons de certains partis politiques qui vont un peu à l'encontre de chacune de nos convictions particulières, qui sont différentes chacune des autres? Jusqu'où on peut accepter ce qu'un parti peut faire au nom de l'indépendance? Et jusqu'où on est en alerte, jusqu'où on est en urgence pour se ranger, se rallier vers... donc c'est ça qui va déterminer si on accepte certaines attitudes particulières de certaines personnes qui s'expriment au nom de l'indépendance. Donc, ça en est venu un peu à ça. Et évidemment, je relance encore le débat. Là, si vous voulez continuer à répondre à ces questions-là, j'aimerais savoir là, si vous voulez parler de quel degré d'urgence. Donc, ce serait important que tout le monde, au moins les participants qui sont ici, de se mettre d'accord avec le degré d'urgence. Donc, moi, personnellement, on est en alerte rouge. Donc, je sais pas les autres là, où ils sont rendus. Donc, sommes-nous en alerte rouge au point d'accepter le Parti québécois, l'option nationale, ces choses-là, d'accepter des choses comme la loi 204, la loi de l'amphithéâtre et de la gouvernance souverainiste pour se rallier, pour faire en sorte que la situation cesse au Québec. C'est une piste de réflexion que je vous donne. Deuxième chose, je voudrais vous parler de l'hiver pour mars 2011. Il fait de plus en plus froid. Et moi je suis au courant qu'ici, Thierry, ça y dérange. Mais ici, ça va être déblayé tout l'hiver. Donc tout l'hiver, il va y avoir moyen d'être ici puis de discuter. Il y a des détails à régler que j'aimerais, là, après la vigile, si vous voulez venir parler dans un café ou quelque chose, là, les détails techniques, et puis est-ce qu'on a une roulotte avec du café, des choses comme ça, est-ce qu'on se cotise pour ça, est-ce qu'on trouve un autre endroit pour être proche de la rue pour aller se réchauffer, des choses comme ça. Mais une chose est certaine, c'est que peut-être que les vigiles vont être un peu plus courtes, et puis le débat va être un peu arrêté par les engelures et les choses comme ça. Mais on va quand même se retrouver ici chaque samedi et discuter et dire ce qu'on a à dire. Donc, et continuer à occuper le territoire, évidemment, jusqu'à ce que Jean Charest décrisse. Alors, je sais pas si vous avez un feeling ces temps-ci, là, si vous avez un petit sentiment, là, mais ça va pas bien pour Jean Charest. Je suis désolé, là, quand il y a 20 000 personnes qui s'en vont pour les étudiants. Là, il y a quelque chose le 28 novembre à midi, lundi midi, il va y avoir un rassemblement. Je sais pas trop où encore, ça va être organisé par le mouvement du 24 septembre et d'autres gens. Occupons Montréal va se joindre à ça, il y a d'autres gens qui vont se joindre à ça. Alors moi, je fais l'appel là, à tous les groupes qui sont présentés ici et qui aimeraient ça que Charest dégage. Je crois qu'il serait temps qu'il y ait des élections au plus vite. Je crois qu'il serait temps qu'il démissionne au plus vite. Et bon, ça fait 7 mois qu'on le martèle ici, mais quand même, moi je sens que la population là, est prête à nous appuyer, puis nous on est prêts à appuyer la population, et puis il serait temps qu'il y ait un grand rassemblement de gens qui exigent des élections immédiates. Avant Noël. Donc bientôt. Donc c'est ça. Donc si vous voulez venir discuter après la vigile de l'avenir de mars 2011 pour cet hiver, comment on va s'organiser, tout ça, vous êtes les bienvenus. Alors c'est les discours qui commencent. Donc s'il y a des gens qui ont des textes ou des discours à prononcer, vous êtes les bienvenus. Ouais, quel thème y a-t-il? Il n'y a aucun thème, c'est parler de ce que vous voulez. Parler d'environnement. Je vais faire deux textes, un que j'ai écrit dans la formation de désobéissance civile de Greenpeace, puis l'autre que j'ai écrit parce que je vois les arbres de citron. Parle plus fort. Ouais, faut que tu parles fort.
Je bois pour commémorer nos bois. Je bois parce que j'ai oublié le bois. Ce bois qui a été ravagé par la loi pour des petits bouts de bois pour faire des hauts bois. On a perdu notre bois, votre bois, notre bois. La vie en finira. Et respirer, ce n'est plus notre foi. Et l'argent ne nous le rendra pas, ce bois qui ne restera pas. La tronçonneuse ne le respectera pas. Et l'humain fait quoi pour que cela ne passe pas? Rien, car le bois est mort et ils n'ont pas tort. Mais avant, il y avait tout de même des essors de vie qu'on a détruits et des essors de vie qu'on détruira. Mettez vos masques, sortez vos haches, prenez des batchs, faites des patchs, fumez du hache. Mais n'oublions pas que la Terre survivra et que la disparition de notre race, la Terre, elle s'en tabarnacera. Mais nous, pas. Bon. Climat. Quand on remarque qu'il y a de quoi qui ne fonctionne pas avec le climat, l'on pourrait parfois croire que ce serait préférable de changer d'environnement. Il serait bien de se lever, faire sa part pour limiter tous ces dégâts, avant de regretter, de chialer et de constater que la disparition n'était pas un accident. Il faut absolument changer son encens avant de virer condescendant. Ce n'est pas la faute du chat. Pourquoi ne pas réaliser avant de trop regretter? De là à se bourrer de calmant. Car l'on s'est laissé embarquer dans un pacte indécent proclamé par Satan. Plutôt de surconsommer, ne pourrait-on pas respirer? Sans doute que vous aimeriez. C'est ce climat qui me garde en vie. Je veux qu'il me permette de vivre aisément. Je veux pas voir disparaître et de me dire que j'étais absent. Donc je me battrai. Et unis en paire pour sauver cet univers, on réussira. J'ai confiance à cette jeunesse pleine d'ambition. Ce monde, on le réincarnera. Et bien sûr, la bataille sera ardue, mais le vouloir en sera exemplaire. Prouvons que ce n'est pas qu'un rêve d'adolescent, mais une force indépendante qui nous mènera enfin là-bas. Dans ce monde d'harmonie, d'équité, de justice et de fraternité, croyez-moi, ce sera décent. Et enfin, l'on respirera encore mieux qu'auparavant. C'est ça, c'est la beauté qui nous sauvera. Agissons avant d'être mourants et de se noyer dans les changements de notre climat. Agissons avant que nos ennemis, remplis d'argent, nous démontrent vraiment que l'humain est le seul animal assez intelligent pour s'autodétruire et amener avec lui les plus vulnérables dans l'embarras. Peu importe le gouvernement, peu importe à quoi on va s'allier, il faut d'abord protéger nos territoires, nos richesses naturelles, le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir vivre, parce que sans l'environnement, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de débat. Ouais. Un peu plus, je pense, à la caméra. Mercredi, j'observais la page Facebook et les forums d'Occupons Montréal et puis il fallait que je me défoule. Donc j'ai écrit un petit article Facebook. Et depuis mercredi, il y a des choses qui ont changé. Fait que pendant que je vais le lire, je vais faire des arrêts, je vais modifier un peu mes opinions parce que bon, il y a des choses qui ont été modifiées avec le temps. Mais je vais vous lire quand même, c'est une prise de position et puis je parle pas là au nom de mars 2011 du tout, là, je parle en mon nom. Et puis c'est vraiment, c'est ce que j'ai observé là avec ce qui se passe depuis le début. Donc, Occupons Montréal est intolérant de son propre peuple. Occupy Montreal hates differences. Ça y est, la place du peuple. Faites-moi rire. Quel peuple? Le peuple des assimilés joyeux ou le peuple québécois? Je ne sais pas trop exprimer déception envers ce mouvement, pourquoi pas un article Facebook. Le 15 octobre 2011, des gens se sont réunis au Square Victoria et ont décidé d'occuper l'endroit pour faire pression sur l'élite bancaire mondiale et émuler la mouvance nord-américaine. Bravo, félicitations, belle initiative. Cela ne fait même pas un mois.
Et nous pouvons constater que ce mouvement est intolérant de son propre peuple. Si vous allez au square et vous parlez des peuples autochtones, des minorités ethniques qui habitent le territoire, des humains, des conflits dans le monde, des luttes et des injustices partout sur la planète, c'est toléré et même célébré. Cependant, si vous osez parler d'émancipation du peuple québécois, d'histoire québécoise, de la question nationale, d'injustice québécoise, vous serez rapidement exclu, ignoré et étiqueté néo-nazi intolérant. Les seuls indépendantistes tolérés dans le square sont les mous, les soumis qui vont se taire, qui vont dire « Je suis indépendantiste, mais ce mouvement est beaucoup plus grand que l'émancipation de mon peuple. » Et donc, je mettrai de côté mes convictions pour ne pas brusquer ce beau mouvement universel. Après 2 visites et une lecture attentive de la page Facebook des comptes rendus des assemblées générales, je réalise que les gens qui occupent le square n'ont pas l'intention de lutter contre les sphères de pouvoir dominantes, particulières, au Québec, n'ont pas l'intention de prendre en considération leur statut de peuple dominé. Non. Les gens du square veulent refaire le monde, repartir à zéro. Oublier l'histoire du peuple québécois. Oublier les institutions existantes qui pèsent de tout leur poids. Oublier la géopolitique. S'isoler du reste du monde et recréer une micro-société parfaite utopique. Ce n'est pas le 99%, ni le 59%, ni le 41%. C'est environ 500 personnes qui s'isolent du 7 millions qui habitent le territoire québécois. C'est les 0,007% qui vivent dans l'illusion de croire que parce qu'ils réinventent le langage, réinventent la démocratie, tous les Québécois vont suivre. La désobéissance civile a été caricaturée par ces anarcho-hippies mondialistes qui ne sont pas foutus de se brancher sur une demande. Donc c'est faux, là, en passant. Mais il était là à McGill avec les policiers, puis il y en a un de Montréal qui animait l'Assemblée générale. Mais il y avait des demandes. Il était arrivé avant. Mais... Puis c'est lui qui criait les slogans avant, c'est lui qui a parti. Mais il y avait des demandes. Mais c'est ça, en tout cas, moi ce que j'ai lu hier ou ce matin, en tout cas, c'est qu'il avait émis un paquet de demandes et puis on peut lire que c'est des demandes très pertinentes et très nobles et puis bon, ça parle de changer les banques, etc. En tout cas, je vous invite à aller voir les demandes. Donc c'est pour ça que ce bout-là est un peu dépassé. Et c'est à l'avantage du pouvoir... Non, donc tous les médias en parlent, car c'est la mode américaine. Et c'est à l'avantage du pouvoir que ces gens restent dans l'ambiguïté la plus totale. Ils seront ignorés dès qu'ils auront des demandes concrètes, particulières à la réalité québécoise, et seront dangereux pour l'État québécois, ou les 2 sphères de pouvoir qui nous dominent. Nous avons Duhaime d'un côté qui vomit ses propos néolibéralistes mondiaux, et nous avons Jean Barbe et McCready de l'autre qui ne font qu'angéliser le mouvement et nier l'existence réelle des forces dominantes particulières à notre peuple. Et la croisière s'amuse. C'est la seule occupation en Amérique du Nord qui ne se préoccupe pas localement de ces problèmes. C'est le réflexe québécois de se camoufler, d'être tiède pour ne pas se faire taper dessus, d'être contestataire mais sans conviction quant à sa propre culture, son histoire, sa liberté particulière, par peur de brusquer les Autochtones, par peur de passer pour un intolérant. Allez faire un tour et crier « Vive l'indépendance du Québec » dans l'Assemblée générale. Je mets les indépendantistes d'Occupons Montréal au défi. Non, vous n'entendrez dans les prochains mois et pour toujours à la place du peuple monde que je suis indépendantiste, mais 3 petits points. Je me demande comment des indépendantistes peuvent supporter ce mouvement. C'est le trudeauisme à micro-échelle, c'est le triomphe des flous et mous de la dépendance. Des gens qui sont à l'aise avec les contradictions pro-peuple étranger et anti-peuple québécois. Des citoyens du monde, des internationalistes sans nation. Le peuple québécois vit présentement dans ce square à micro-échelle la tragédie de son assimilation. Lorsque je vois des masques de V, je me dis, je ne masquerai jamais mes convictions. J'y ai cru un instant que le dialogue était possible. À force d'observation, je réalise le manque d'ouverture de ce mouvement et je suis attristé de voir cette énergie citoyenne canalisée dans le vide démocratique qu'est notre situation particulière québécoise dans le monde. Donc, belle tentative, les indignés, mais not for me. Est-ce que quelqu'un d'autre a un texte
Oui, on a des ou un discours. textes. Donc, si vous avez quelque chose à répliquer là-dessus ou les autres choses qui sont dites, ça va être après les textes et les discours. À la parole libre. Bonjour, André Lepage. J'ai pris sur Facebook un échange que j'ai eu avec un Québécois qui vit présentement à la Nouvelle-Berthe. Je vais vous lire ce qu'il m'a écrit. Je joins un échange d'amis Facebook qui habitent dans le Rock. Je ne dois pas dire où est-ce qu'il habitait, mais je l'ai dit. Il commence par André Lepage. Vous avez raison que le gouvernement de PQ a peur de prendre position pour l'indépendance. Même le très respecté René Lévesque avec sa souveraineté association n'était pas du tout clair. Avec Lucien Bouchard, c'était encore bien pire. Je pense que Parizeau aurait été clair, mais il avait laissé le contrôle au charismatique Bouchard. Parce que lui, il croyait à l'indépendance, puis il a cru que Bouchard irait chercher plus de monde. Pour être indépendantiste, il faut être convaincu, comme M. Parizeau il l'était. Il faut comprendre le pourquoi de cette vision. Parizeau le comprenait aussi. À ce niveau, je persiste que la majorité des Québécois ne comprennent pas vraiment. Vivre quelques années dans le Canada anglais, c'est la douche très froide. C'est tout ce qu'il faut pour devenir indépendantiste. Mais peu de Québécois ont l'occasion de vivre ici, en Alberta, dans le Canada anglais. Jean Corriveau, le 6-9. Bon, Thierry Vincent. Comme le dit Charles Hamel, l'hiver commence. Donc, comme ça risque d'être une sorte de traversée du désert, parce que beaucoup de gens au Québec, étrangement, je ne sais pas pourquoi, ont l'air de craindre le froid, la neige, le grésil, la grêle, les tempêtes, bon, en tout cas, et toutes ces choses. J'ai décidé de commencer aujourd'hui une espèce de feuilleton pour qu'on tienne le coup, c'est-à-dire que je vais commencer une lecture et chaque semaine, je vais vous lire une tranche du même ouvrage. Cet ouvrage-là, c'est, et je ne sais plus où j'ai entendu ça, il paraît que c'est le livre de chevet de Jean Charest. Et je me suis dit, tant qu'à combattre l'adversaire, autant le connaître. Et même si cette rumeur est fausse, ben, c'est quand même un livre intéressant et qui peut nous servir de leçon à toutes sortes de niveaux. Alors ce livre, L'art de la guerre de Sun Tzu. Ça, c'est le livre à jour. C'est le livre de chevet de Charest, ai-je entendu quelque part. Alors, nous allons nous installer dans cette lecture et je vais commencer par vous lire la postface parce que ça présente en général l'ouvrage. La postface qui s'appelle « Une morale de l'inadvertance ». Toutes les incertitudes, conjectures, hypothèses relatives à la datation de l'art de la guerre et à l'existence de son auteur présumé n'ont pu empêcher le texte de connaître une singulière fortune et d'être loué par les maîtres de stratégie comme l'un des traités les plus originaux sur la conduite des conflits. Si l'on s'accorde en général pour faire remonter son élaboration aux alentours de 500 avant Jésus-Christ, d'autres exégètes pensent que l'art de la guerre n'a pu être composé que pendant la période des royaumes combattants, soit entre 453 et 221 avant Jésus-Christ, et vont jusqu'à mettre en cause l'existence de Sun Tzu, tout en reconnaissant, à l'instar de Quan Chuan Wang, critique de l'époque de Qing, que naturellement, les 13 chapitres n'ont pu être rédigés que par un homme bien au fait des affaires militaires. Et c'est bien ce qui distingue l'art de la guerre des nombreux autres traités de stratégie chinoise, apocryphes ou non, qui lui sont postérieurs. On y sent immanquablement la main d'un homme et la force de l'expérience.
Tout en donnant une interprétation, parfois très personnelle, le père Amyot, auteur de la première traduction française publiée en 1772 et ici reproduite, ne s'y est d'ailleurs pas trompé, en intégrant dans son travail que les fragments attribués à Sun Tzu, et en délaissant, mais sans les ignorer, les nombreux commentaires des exégètes chinois qui furent ultérieurement pris en compte dans la traduction anglaise de Griffith, à son tour adaptée en français par Francis Wang, et qui est restée pendant longtemps la seule traduction disponible sur le marché français. On jugera ainsi rapidement de l'intérêt qu'il y a à revenir au texte d'Amyot, fût-il moins littéral, en mesurant à quel point il rend présent l'homme derrière son écriture. Par contre-coup, le propos théorique de l'art de la guerre n'en acquiert que plus de force et de calme clarté. Car s'il est désormais acquis que les guerres modernes ne se peuvent plus mener comme se menaient les batailles du temps de Sun Tzu, l'art de la guerre ne cesse pourtant pas de prouver sa pertinence dans ce temps. Si des stratèges occidentaux comme Clausewitz ou Jomini ont pu voir dans la bataille d'anéantissement l'enjeu majeur des guerres, mettant ainsi l'accent sur l'engagement des forces, Sun Tzu accorde une plus grande importance aux 1000 ressources de la tromperie, du retournement et de tout ce que l'histoire reconnaît sous l'intitulé générique de guerre secrète. Dès le premier article de l'évaluation, il prévient « Toute campagne guerrière doit être réglée sur le semblant », inaugurant ainsi une idée qui devait par la suite connaître une brillante postérité, celle qui veut qu'il n'y ait de guerre que des apparences. Contre la vision duelle du conflit qui devait après lui perdurer jusqu'à Hegel, Sun Tzu trace les lignes de force d'une pensée déjà dialectique, en ceci qu'elle ménage une voie au dépassement des antagonismes. Toute la logique des 13 articles repose ainsi sur l'idée extrêmement audacieuse que le devenir de la guerre est toujours à chercher au-delà de sa manifestation. Il y aurait donc derrière l'évidence visible de la guerre manifeste une guerre latente, une guerre seconde, confondue avec le mouvement de l'histoire et jamais achevée. On s'est souvent félicité du fait que les puissances de l'Axe, durant la Seconde Guerre mondiale, semblent avoir tout ignoré des préceptes de Sun Tzu, car sinon le cours du conflit aurait pu être inversé en leur faveur. Il y a pourtant une incompatibilité structurelle entre la philosophie de l'art de la guerre, tournée vers l'extrême mobilité, la versatilité et les choix stratégiques de l'Allemagne hitlérienne, entièrement façonnés sur les dictats de l'industrie lourde et la surenchère technologique. Depuis le mouvement de déréalisation des conflits armés, tel qu'on a pu le voir durant la guerre du Golfe, qui a inauguré la confusion parfaite entre l'événement et sa simulation, paraît rendre caduque l'antique sagesse de Sun Tzu. En apparence seulement, car c'est devenu un lieu commun de le dire, la vraie guerre du Golfe fait jouer sur les images, dans un univers spéculaire entièrement mis au service de la propagande, et selon des méthodes qui sont celles-là même que décrivait le stratège chinois 25 siècles plus tôt. Ainsi, à la tentation trop immédiate de faire de ce texte une lecture métaphorique, on répondra par la nécessité d'en faire une lecture littérale, mais à un autre niveau d'analyse. Ce n'est pas la guerre qui a changé depuis Sun Tzu, c'est la matérialité du terrain où elle se déroule. Les récents progrès du système marchand ont abouti au déni de tout conflit dans un monde réifié qui a célébré l'effondrement de l'antagonisme Est-Ouest en même temps que celui du mur de Berlin. Liquidé sur le terrain, le fantôme de la guerre s'est trouvé sublimé dans toutes les têtes. Le triomphe amer du capitalisme pouvait ainsi s'enivrer d'une rhétorique guerrière qu'on a vu fleurir en même temps que naissait une nouvelle religion, celle de l'entreprise. Modélisation absolue de tous les rapports humains. Logiquement, on a donc vu réapparaître l'art de la guerre dans des collections de management destinées aux chefs d'entreprise et autres décideurs épris de rentabilité. Ceux-là ne se sont sans doute pas aperçus du véritable danger qu'il y avait à propager une telle littérature, car il est certain que la vraie postérité des 13 articles a désormais rejoint le camp de la subversion. Pour s'en tenir au monde du travail, qui jusqu'à une date récente représentait inexplicablement une valeur, on peut trouver dans le texte de Sun Tzu quelques méthodes qui, bien employées par un petit nombre de salariés, peuvent anéantir n'importe quelle entreprise de taille moyenne. En outre, on ne s'étonnera pas que Guy Debord, livrant en 1988 ses commentaires sur la société du spectacle, ait fait figurer en exergue un passage tiré de l'article 11. Plus encore que la ruse ou le calcul, ce dont Sun Tzu fait l'éloge, c'est bien la surprise, livrant dans les arcanes de la sagesse guerrière quelque chose qui ressemble furieusement à une éthique de l'inadvertance, une morale de l'inattendu, par quoi le camp le plus assuré de la domination est condamné à voir toujours la défaite surgir là où il s'y attend le moins.
Tout ce qui maintient quelque chose contribue au travail de la police, écrivait le même Debord à l'époque de l'Internationale des Tristes. En s'attaquant aux chimères de la permanence, qui partout entend conserver l'ordre des choses, Sun Tzu livrait bien longtemps avant quelques règles relatives au renversement du monde. Certaines ont été éprouvées dans la pratique, les autres ne demandent qu'à l'être. Gilles Torgman, septembre 2000. Alors, je sais que cette lecture paraît peut-être un peu aride, mais il y a de grandes leçons à tirer de ces choses. Et le fait que ça soit enregistré permettra de voir et revoir. Je sais que Charles Hamel est un adepte maniaque des vigiles et qui se les retape 3 fois par semaine. Il n'y en a pas assez d'être sur place à geler. Alors, je vais vous lire l'article 1, qui est un peu plus court que ce que je viens de lire. Mais auparavant, je vais vous lire un extrait d'un livre de Mario Vargas Llosa, Lettre à un jeune romancier. Pourquoi je vous lis ça? Parce que Sun Tzu fait référence à l'utilisation de l'art. Parce que l'art de la guerre, il y a vraiment une vision artistique dans l'emploi de techniques guerrières. Et il passe un peu vite Sun Tzu sur cette chose-là. Et Mario Vargas Llosa explique un peu mieux ce que selon moi Sun Tzu veut exprimer. Alors je vais me permettre cette parenthèse avant de commencer l'article 1, qui est une parenthèse sur la fiction aussi et sur l'utilisation de l'imaginaire dans le combat qu'on mène en ce moment. Excuse-moi, Oui. je vais un peu moins vite. Un peu moins vite? Ok, je lis trop vite. Tu fais Excuse-moi. bien, mais nous autres, il faut qu'on Ok, oui, je vais poser un peu plus. Merci du commentaire. Parce que j'ai l'impression que... Bon. Reste pas. De fait, le jeu de la littérature n'est pas inoffensif. Produit d'une insatisfaction intime vis-à-vis de la vie véritable, la fiction est aussi source de malaise et de frustration. Car celui qui, par la lecture, vit une grande fiction, comme celle de Cervantes et de Flaubert que j'ai citée, devient dans la vie réelle plus allergique à ses limites et ses imperfections. Averti par ces magnifiques chimères de son infinie médiocrité en regard de l'univers du roman. Cette inquiétude face au monde réel qu'alimente la bonne littérature peut, dans certains cas, se traduire aussi par une attitude de révolte contre l'autorité, les institutions ou les croyances établies. D'où la méfiance de l'Inquisition espagnole envers les fictions, elle qui les soumit à une stricte censure, allant même jusqu'à les interdire 300 ans durant dans toutes les colonies américaines. Sous prétexte que ces histoires échevelées pouvaient distraire les Indiens de Dieu, souci majeur d'une société théocratique. À l'instar de l'Inquisition, tous les gouvernements ou régimes aspirant à contrôler la vie des citoyens ont manifesté une égale méfiance envers la fiction, au point de la soumettre diligemment à la censure. Les uns et les autres ne se trompaient pas. Sous son apparence inoffensive, l'invention de fiction était façon d'exercer sa liberté et de fâcher ceux qui, religieux ou laïcs, voulaient l'abolir. C'est la raison pour laquelle toutes les dictatures, fascisme, communisme, fondamentalisme islamique, despotisme militaire africain ou latino-américain ont voulu imposer à la littérature la camisole de force de la censure. Mais ces réflexions générales m'ont un peu éloigné de votre cas concret, car Vargas Llosa s'adresse à un jeune romancier, qui veut devenir romancier. Revenons à nos moutons. Vous avez senti dans votre fort intérieur cette prédisposition, fait acte de volonté, et décidé de vous consacrer à la littérature. Et maintenant? Eh bien, ce goût pour la littérature, votre destin, vous l'assumerez comme une servitude, un esclavage, rien de moins. Je vous dirai donc, de façon imagée, que votre décision vous rapproche de certaines femmes du 19e siècle qui, épouvantées par la rondeur de leur forme et voulant retrouver une silhouette de sylphide, avalaient un verre solitaire. Avez-vous eu l'occasion de voir quelqu'un qui porte dans son ventre cet horrible parasite? Moi, oui.
Et je puis vous assurer que ces dames étaient héroïques, martyrs de la beauté. Au début des années 60, j'avais à Paris un magnifique ami, José Maria, un garçon espagnol, peintre et cinéaste, qui souffrait de cette maladie. Une fois que le ver solitaire s'installe dans un organisme, il lui est consubstantiel. Il se nourrit de lui, croît et se fortifie à ses dépens. Il est alors très difficile de l'expulser de ce corps, dont il profite et qu'il colonise. José Maria maigrissait, bien que mangeant et buvant constamment, pour calmer l'appétit de l'animal logé dans ses entrailles. Or, tout ce qu'il mangeait et buvait ne satisfaisait pas son goût et son plaisir, mais ceux du ver solitaire. Un jour où nous bavardions dans un petit bistrot de Montparnasse, il me surprit par cet aveu. Nous faisons tant de choses ensemble. Nous allons au cinéma, aux expositions, nous courons les librairies et nous discutons des heures et des heures de politique, de livres, de films et d'amis communs. Mais si tu crois que je fais ces choses comme toi parce que cela m'amuse de les faire, tu te trompes. Je les fais pour lui, mon ver solitaire. C'est l'impression que j'ai. Toute ma vie, désormais, je ne la vis pas pour moi, mais pour cet être que je porte en moi et dont je suis le serviteur. J'aime depuis comparer la situation de l'écrivain à celle de mon ami José Maria, avec dans son ventre le ver solitaire. La vocation littéraire n'est pas un passe-temps, un sport, un jeu raffiné pratiqué dans le temps libre. C'est une occupation spécifique et exclusive, une priorité absolue, une servitude librement consentie qui fait de ses victimes des esclaves. Comme chez mon ami parisien, la littérature devient une activité permanente, une occupation de l'existence, débordant les heures que l'on consacre à écrire et contaminant toutes les autres activités. Car la vocation littéraire se nourrit de la vie de l'écrivain, ni plus ni moins que le long vers solitaire des corps qui l'envahit. Écrire est une façon de vivre, disait Flaubert. En d'autres termes, celui qui fait sienne cette belle, cette absorbante vocation, n'écrit pas pour vivre, mais vit pour écrire. L'idée de comparer la vocation de l'écrivain à un vers solitaire n'est pas originale. Je viens de découvrir en lisant Thomas Wolfe, maître de Faulkner, et auteur de 2 romans ambitieux, Le temps et le fleuve, et L'ange banni, qui décrit sa vocation comme la présence d'un vers dans son être. Les guillemets. Eh bien, le sommeil était mort à jamais, le pieux, l'obscur, le doux sommeil, le sommeil oublié de l'enfance. Le ver avait pénétré dans mon cœur et gisait, enroulé sur lui-même, s'alimentant de mon cerveau, de mon esprit, de ma mémoire. Je savais que j'avais été finalement pris à mon propre feu, consumé par ma propre flamme, déchiré par le croc de ce furieux et insatiable désir qui avait absorbé ma vie des années durant. Je savais, pour tout dire, qu'une cellule lumineuse dans mon cerveau, mon cœur ou ma mémoire brillerait à jamais, le jour, la nuit, à chaque réveil, à tout instant de sommeil de ma vie, que le ver s'alimenterait et la lumière brillerait, qu'aucune distraction, nourriture, boisson, qu'aucun voyage d'agrément, qu'aucune femme ne pourrait l'éteindre, et que jamais plus, jusqu'à ce que la mort recouvrit ma vie de sa totale et définitive obscurité, je ne pourrais m'en libérer. J'ai su que j'étais enfin devenu écrivain. J'ai su enfin ce qui arrive à un homme qui fait de sa vie celle d'un écrivain. Je crois que seul celui qui entre en littérature comme on entre en religion, disposé à vouer son temps, son énergie, son effort à cette vocation, est apte à devenir véritablement écrivain et à écrire une œuvre qui le transcende. Tout ça pour placer un détail. Alors, je commence aujourd'hui la lecture de L'art de la guerre, traduit en 1772 par le père Amiot, article 1er de l'évaluation. Sun Tzu dit « La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la mort. La conservation ou la perte de l'Empire en dépendent. Il est impérieux de le bien régler. »
Ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui le concerne, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la conservation ou pour la perte de ce qu'on a de plus cher. Et c'est ce qu'on ne doit pas trouver parmi nous. 5 choses principales doivent faire l'objet de nos continuelles méditations et de tous nos soins. Comme le font, et c'est pour ça que je lisais Vargas, ces grands artistes qui, lorsqu'ils entreprennent quelque chef-d'œuvre, ont toujours présent à l'esprit le but qu'ils se proposent, mettent à profit tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, ne négligent rien pour acquérir de nouvelles connaissances et tous les secours qui peuvent les conduire heureusement à leur fin. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. La doctrine fait naître l'unité de pensée. Elle nous inspire une même manière de vivre et de mourir, et nous rend intrépides et inébranlables dans les malheurs et dans la mort. Si nous connaissons bien le temps, la température, nous n'ignorons pas ces 2 grands principes yin et yang par lesquels toutes les choses naturelles sont formées et par lesquels les éléments reçoivent leurs différentes modifications. Nous saurons le temps de leur union et de leur mutuel concours pour la production du froid, du chaud, de la sérénité ou de l'intempérie de l'air. L'espace n'est pas moins digne de notre attention que le temps. Étudions le bien et nous aurons la connaissance du haut et du bas, du loin comme du près, du large et de l'étroit, de ce qui demeure et de ce qui ne fait que passer. J'entends par commandement l'équité, l'amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis et pour tous les hommes en général, la science des ressources, le courage et la valeur, la rigueur, telles sont les qualités qui doivent caractériser celui qui est revêtu de la dignité de général, vertus nécessaires pour l'acquisition desquelles nous ne devons rien négliger. Seules, elles peuvent nous mettre en état de marcher dignement à la tête des autres. Aux connaissances dont je viens de parler, il faut ajouter celle de la discipline. Posséder l'art de ranger les troupes, ignorer aucune des lois de la subordination et les faire observer à la rigueur. Être instruit des devoirs particuliers de chacun de nos subalternes. Savoir connaître les différents chemins par où on peut arriver à un même terme. Ne pas dédaigner d'entrer dans un détail exact de toutes les choses qui peuvent servir et se mettre au fait de chacune d'elles en particulier. Tout cela ensemble forme un corps de discipline dont la connaissance pratique ne doit point échapper à la sagacité ni aux attentions d'un général. Vous donc, le choix du prince à placer à la tête des armées, jetez les fondements de votre science militaire sur les 5 principes que je viens d'établir. La victoire suivra partout vos pas. Vous n'éprouverez au contraire que les plus honteuses défaites si, par ignorance ou par présomption, vous venez à les omettre ou à les rejeter. Les connaissances que je viens d'indiquer vous permettront de discerner, parmi les princes qui gouvernent le monde, celui qui a le plus de doctrine et de vertu. Vous connaîtrez les grands généraux qui peuvent se trouver dans les différents royaumes, de sorte que vous pourrez conjecturer assez sûrement quel est celui des 2 antagonistes qui doit l'emporter. Et si vous devez entrer vous-même en lice, vous pourrez raisonnablement vous flatter de devenir victorieux. Ces mêmes connaissances vous feront prévoir les moments les plus favorables, le temps et l'espace étant conjugués, pour ordonner le mouvement des troupes et les itinéraires qu'elles devront suivre, et dont vous réglerez à propos toutes les marches. Vous ne commencerez ni ne terminerez jamais la campagne hors de saison. Vous connaîtrez le fort et le faible, tant de ceux qu'on aura confiés à vos soins que des ennemis que vous aurez à combattre. Vous saurez en quelle quantité et dans quel état se trouveront les munitions de guerre et de bouche des 2 armées. Vous distribuerez les récompenses avec libéralité, mais avec choix, et vous n'épargnerez pas les châtiments quand il en sera besoin. Admirateurs de vos vertus et de vos capacités, les officiers généraux placés sous votre autorité vous serviront autant par plaisir que par devoir. Ils entreront dans toutes vos vues, et leur exemple entraînera infailliblement celui des subalternes. Et les simples soldats concourront eux-mêmes de toute leur force à vous assurer les plus glorieux succès.
estimé, respecté, chéri des vôtres, les peuples voisins viendront avec joie se ranger sous les étendards du prince que vous servez, ou pour vivre sous ses lois, ou pour obtenir simplement sa protection. Également instruit de ce que vous pourrez et de ce que vous ne pourrez pas, vous ne formerez aucune entreprise qui ne puisse être menée à bonne fin. Vous verrez avec la même pénétration ce qui sera loin de vous comme ce qui se passera sous vos yeux, et ce qui se passera sous vos yeux comme ce qui en est le plus éloigné. Vous profiterez de la dissension qui surgit chez vos ennemis pour attirer les mécontents dans votre parti, en ne leur ménageant ni les promesses, ni les dons, ni les récompenses. Si vos ennemis sont plus puissants et plus forts que vous ne les attaquerez point. Vous éviterez avec un grand soin ce qui peut conduire à un engagement général. Vous cacherez toujours, avec une extrême attention, l'état où vous vous trouverez. Il y aura des occasions où vous vous abaisserez, et d'autres où vous affecterez d'avoir peur. Vous feindrez quelquefois d'être faible, afin que vos ennemis, ouvrant la porte à la présomption et à l'orgueil, viennent ou vous attaquer mal à propos, ou se laissent surprendre eux-mêmes et tailler en pièces honteusement. Vous ferez en sorte que ceux qui vous sont inférieurs ne puissent jamais pénétrer vos desseins. Vous tiendrez vos troupes toujours alertes, toujours en mouvement et dans l'occupation, pour empêcher qu'elles ne se laissent amollir par un honteux repos. Si vous prêtez quelque intérêt aux avantages de mes plans, faites en sorte de créer des situations qui contribuent à leur accomplissement. J'entends par situation que le général agisse à bon escient, en harmonie avec ce qui est avantageux, et par là même dispose de la maîtrise de l'équilibre. Toute campagne guerrière doit être réglée sur le semblant. Feignez le désordre. Ne manquez jamais d'offrir un appât à l'ennemi pour le leurrer. Simulez l'infériorité pour encourager son arrogance. Sachez attiser son courroux pour mieux le plonger dans la confusion. Sa convoitise le lancera sur vous pour s'y briser. Hâtez vos préparatifs lorsque vos adversaires se concentrent. Là où ils sont puissants, évitez-les. Plongez l'adversaire dans d'inextricables épreuves et prolongez son épuisement en vous tenant à distance. Veillez à fortifier vos alliances au dehors et à affermir vos positions au-dedans par une politique de soldats paysans. Quel regret que de tout risquer en un seul combat, en négligeant la stratégie victorieuse et faire dépendre le sort de vos armes d'une unique bataille. Lorsque l'ennemi est uni, divisez-le et attaquez là où il n'est pas préparé, en surgissant lorsqu'il ne vous attend point. Telles sont les clés stratégiques de la victoire, et prenez garde de ne point les engager par avance. Que chacun se représente les évaluations faites dans le temple avant les hostilités comme des mesures. Elles disent la victoire lorsqu'elles démontrent que votre force est supérieure à celle de l'ennemi. Elles indiquent la défaite lorsqu'elles démontrent qu'elle est inférieure en nombre. Considérez qu'avec de nombreux calculs, on peut remporter la victoire. Redoutez leur insuffisance. Combien celui qui n'en a point a peu de chance de gagner. C'est grâce à cette méthode que j'examine la situation et l'issue apparaîtra clairement. Merci de votre attention. Bonjour, André Lepage. Je voudrais vous parler de la juge Charbonneau. Et il y a un de nos amis qui a écrit une plainte contre son acceptation comme présidente de la commission d'enquête. Je lis le texte. Comité des plaintes. Madame, Monsieur, la Ligue québécoise contre la francophobie canadienne et moi-même portons aussi plainte auprès du Conseil en addendum à la présente contre l'honorable juge Charbonneau, contre l'honorable juge en chef Roland, pour avoir accepté et ordonné qu'un juge de la Cour supérieure du Québec participe à l'exercice troublant, concocté dans les officines gouvernementales.
dont la pratique est si parfaitement contraire à l'essentielle et incontournable séparation des pouvoirs qui constitue pourtant l'épine dorsale de notre régime politique. Son comportement a porté atteinte à la dignité de la magistrature, à son image, à sa réputation. La Cour supérieure du Québec doit être au-dessus de tout soupçon de rapport ou de lien avec le pouvoir exécutif. Or, la juge commissaire a un lien de dépendance avec le conseil exécutif, à qui elle doit formuler des demandes. C'est du jamais vu dans nos annales judiciaires qu'un magistrat doive quêter ses pouvoirs. C'est littéralement une disgrâce. Gilles Rayon, de la Ligue québécoise contre la francophobie canadienne. 25 octobre 2011. Merci. Mais ça, c'est passé à Que quelqu'un d'autre a un texte ou un discours à prononcer. Un texte à lire. Alors, c'est la parole libre. Vous pouvez intervenir sur ce qui a été lu. Vous pouvez vous exprimer sur n'importe quel aspect de la situation au Québec. Et donc, c'est parole aux citoyens du Québec. Moi, j'ai écrit mon texte dans la parole libre. C'est un autre échange que j'ai eu sur Facebook avec un ami qui parle de la crise au PQ. Une campagne publicitaire fera abstraction de la souveraineté. Si vous voulez, il y a 2 semaines, j'étais supposé dire ça la semaine dernière. La promotion de la souveraineté ne fait pas partie de la stratégie à court terme du Parti québécois en vue de regagner la faveur populaire. Dans l'espoir d'inverser la tendance et de voir la cote du PQ remonter dans les sondages, l'exécutif national du parti est en train d'élaborer une campagne de publicité télévisée. Or, cette offensive auprès de l'électorat ne vise nullement à promouvoir l'article 1 du parti et sa raison d'être, soit la souveraineté du Québec. La chef du parti, Pauline Marois, dont le leadership est menacé, ne figurera pas non plus à l'avant-plan de cette campagne publicitaire, citait la presse canadienne. Voici un commentaire tiré de cet article. Assez, c'est assez. J'ai voté PQ toute ma vie. Depuis la première élection en 1970. C'est pas moi, là, mais c'est presque moi. Je sais que ça, je pensais. Là, je suis plus capable de Pauline. Plus capable de voter pour un parti qui exploite mon vote souverainiste. Ça me donne quoi voter pour un parti qui ne parle jamais de souveraineté et qui ne veut pas la faire. Pauline Marois doit partir et les souverainistes doivent relever la tête et reprendre en main le parti de leur jeunesse. Je parle pour les vieux, là. Un autre commentaire. Ça, c'est Rodrigue Tremblay, lundi le 31 octobre. Un autre commentaire. Tout pour plaire. Vous ne voulez pas de référendum, on n'en promettra pas. Vous ne voulez pas qu'on vous parle de souveraineté, association, indépendance, on n'en parlera pas. Vous ne voulez pas qu'on vous parle de la chef, on ne vous en parlera pas. Vous voulez quoi au juste?
Georges Paquette, 31 octobre. Merci. Bon, alors Thierry Vincent, je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit, M. Lepage, et un peu sur ce que Charles Hamel a dit aussi. C'est la question du degré d'urgence dans lequel on est. La première chose, c'est que, bon, j'avais dit la semaine dernière, DEFCON 4 ou alerte rouge ou tout ça, malheureusement, il va falloir ne pas se limiter à des mots-clés, des espèces de... Et c'est quelque chose que je reproche un peu à la vigile du mouvement indépendantiste que j'ai observé depuis les 6 derniers mois. C'est l'utilisation, et en fait Charles Hamel l'avait soulevé avant moi, c'est le besoin peut-être d'avoir des définitions à coller aux mots qu'on utilise. On utilise le mot « république ». Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Ça a été crié au rassemblement. Hein? Ça a été crié au rassemblement. Oui, ça a été crié au rassemblement, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il faudrait commencer à développer le réflexe de remplacer le mot politique par, bon, je vais vous expliquer, le système politique que je vois pour le Québec, ça commencerait comme ça, il y aurait ça, et de faire une espèce de version vulgarisée de ça. Ensuite, moi j'appelle ça la République modèle 2, là. Alors, République modèle 2, bon, on sait que ça fait référence à tel mode d'organisation et tel système politique précis. Quand on parle de niveau d'alerte, en fait, on pourrait essayer de définir ça, le degré, par qu'est-ce qu'on est prêt à laisser aller, suivant ce que Charles Hamel a dit. Et la question, c'est, est-ce que ça va si mal, est-ce que ça va mal au point où on est prêt à laisser tout le contrôle à Québécois? C'est ça la question. Ça peut être une question qu'on pose. Est-ce que ça va mal au point où on se dit non, on va tous se rallier derrière la gouvernance souverainiste? C'est une autre question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on dit non, ça va pas si mal que ça, on va partir l'option nationale de Jean-Martin Hossan et on va se donner le temps, même si ça prend 5 ans, pour établir ce parti-là. Ça, c'est un autre degré. Là, on est déjà dans des niveaux différents. Est-ce que il faut prendre le maquis, puis aller prendre des armes, et puis aller se cacher toute la gang, et puis on éteint la caméra? Bon, lui, il dit oui. Bon, alors, ben c'est ça. Les degrés d'urgence, en fait, c'est pour s'entendre sur une sorte d'action commune et un niveau d'action commune. Et ceux qui sont plus pressés vont devoir se rallier, et ceux qui sont moins pressés vont devoir courir plus vite et se rallier aussi. Mais il faut coordonner une action. Et coordonner une action, c'est dire, OK, c'est pas dire, oui, on est en danger, oui, la culture est en danger, oui, on est sous le bord de l'ethnocide, et oui, la situation dégringole si on faisait une espèce de schéma du poids du Québec dans la Fédération canadienne depuis 1867, ça serait à peu près comme ça. Là. Ça descend à peu près en chute libre. Ça, on le sait, mais on est prêt à se rallier derrière quoi? C'est là-dessus qu'il faut s'entendre, selon moi, et c'est ça l'espèce de débat qu'il faut avoir. Et à quel point ça va mal, non, c'est pas tant à quel point ça va mal, mais à quel point il faut faire des sacrifices individuels sur notre vision des choses pour s'unir dans une vision collective. Yes. Parle d'urgence. De l'urgence. Véritable patriote. On va parler d'urgence, de passer de mouton à mutin. C'est juste une lettre de différence. Et pour moi, ça fait toute la différence. Il y a des matins, je disais à un de mes amis dernièrement qu'il y a des jours où ça m'empêche de dormir. Des matins ou des mutins? Oui, c'est ça. J'aurais pu dire des nuits, mais c'est le même. J'ai comme senti un bouillon. C'est parce que moi, je comprends pas que ça soit pas plus clair dans l'esprit du peuple. Qu'on soit encore juste une petite gang ici à se révolter, quand que c'est un devoir de citoyen, quand que le seul droit qui te reste, c'est la parole. Et même encore, ça, c'est sous risque de te ramasser devant les tribunaux. Parce que ceux-là qui ont dénoncé des choses dernièrement, c'est eux autres qui sont traduits en justice. Tous ceux-là qui ont osé s'attaquer à l'Empire, que ce soit de Paul Desmarais ou que ce soit de Radio-Canada ou de Pierre-Carl Pellado. J'ai été jasé avec un gars de Radio-Canada, un jeune qui est en train de prendre son lunch à la porte, là, parce qu'il y a des caméras partout, faut faire attention. Là, j'ai été jasé avec, puis ils ont dit, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que là, on risque des poursuites. Hey, c'est le seul droit qui nous reste. Pour moi, là, c'est un devoir de citoyen
d'homme libre en premier. Un homme libre qui décide de vivre comme un homme libre. C'est un devoir de mutinerie, c'est un devoir de révolte qui devrait être généralisé, qui devrait courir partout. Oui, parce que c'est la même chose que quand on est un petit groupe sur un bateau, on le sait tous que le capitaine, c'est le seul maître après Dieu. Mais sur un bateau, s'il y a une petite gang de matelots qui sont réveillés, puis qui s'aperçoivent qu'on s'en va vers un récif, puis que le capitaine, avec son chef ingénieur, avec le quartier maître, sont tous à bras sur le party, puis il y a une partie même de l'équipage qui sont chloroformés, anesthésiés par nos médias, qui croient encore que c'est pas si pire, qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est un devoir de mutinerie que de se révolter puis de dire « Hey, on refuse le suicide collectif, on refuse de se faire enterrer, on refuse de participer à creuser notre propre tombe. » Et c'est rendu que juste aujourd'hui, affirmer au Québec que tu veux vivre ta vie en français comme un homme libre, t'es considéré comme un extrémiste. Hey, ça n'a pas d'allure. Jusqu'à où on va accepter de marcher à genoux et de se laisser piler sa tête? La révolte qui m'habite n'a pas de mots. Le temps des paroles est terminé. Le silence s'est révolu. Et la parole est limitée, malheureusement. On peut le dire, oui, mais c'est l'heure de passer à l'action. Désolé, pourtant, là, je suis un démocrate, je suis un pacifique, mais assez, c'est assez. Merci. Alors, je reprends le flambeau. Bon, alors le temps est à l'action. Donc, le premier devoir, je pense, des mouvements indépendantistes, c'est de se coordonner et de travailler ensemble. Et là, la question et la réflexion qu'il faut faire, c'est comment on effectue ces coordinations-là. Comment on se coordonne. La semaine dernière, il est arrivé un exemple assez merveilleux, fantastique. On avait la troisième partie de la Vigile triptyque et en même temps, il y avait le mouvement Montréal français qui organisait une manifestation exactement en même temps. Et l'information n'est pas passée dans des trucs comme ça. À un niveau plus... non, c'est ça. Donc, comment travailler, et là, on y va dans le concret, puis on y va dans le plat et le technique, là, le niveau de la coordination. Comment on va accentuer nos efforts pour se coordonner et travailler plus ensemble. C'est ça la question. Alors, voilà. Lors des 2 dernières manifestations, la marche pour l'indépendance, puis la manifestation Montréal français, qui convoyait surtout à la marche de l'indépendance, c'était Pauline Marois, Bernard Landry, Nommé-là, il était là, ils étaient tous là, même Amir Kadir et compagnie. Moi, je trouve que ces gens-là pouvaient être dans la marche et non à la banderole en avant parce qu'ils ne faisaient pas partie du comité organisateur. Sa marche-là n'était pas politique. Elle était pour regrouper la population en entier. Et je me voyais savoir insulté de voir ces gens politiques-là venir chercher du capital politique avec nous qu'ils avons supporté depuis 30-40 ans, puis ils n'ont pas fait la souveraineté encore. C'est un mouvement populaire que je veux. Il faut que la population sorte et arrêter d'aller chercher ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont fait. Je ne voudrais pas nommer qu'est-ce que notre ami, la vedette, tu disais son nom tout à l'heure, Gilles Duceppe, le sauveur du PQ, pourrait faire en venant au PQ. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ils sont partis à Ottawa
lorsqu'il a essayé de diminuer avec la citoyenneté civique, la citoyenneté ici, la citoyenneté là. Il ne fallait pas se tenir debout, il fallait oublier de se dire qu'on est un peuple catholique, 90% catholique, et issu d'une civilisation française. Bienvenue aux immigrés, bienvenue à tous les gens du monde, mais lorsqu'ils arrivent au Québec, ils doivent savoir que nous sommes des Occidentaux et de civilisation française et chrétienne. Nous n'allons pas tous à la messe à tous les dimanches, mais moi j'ai été baptisé, puis la majorité des Québécois ont été baptisés aussi. Mais la souveraineté, on l'a manqué à 2 reprises, en 80 et en 90. En 95, excusez, je suis persuadé que 95, on l'a gagné parce qu'on s'en est fait voler, mais il n'aurait pas pu la voler si le Parti québécois n'aurait pas été aussi pas anti-québécois, là, mais anti-religion, trop socialiste. Il y en a beaucoup qui ne votent pas Parti québécois, c'est à cause du socialisme. Le Parti québécois doit être un parti de coalition, comme René Lévesque a su faire lorsqu'il est venu. Et depuis ce temps, Mme Marois et les autres, il y a des groupes qui parlaient trop fort aussi, trop fort là, ils les ont éloignés. Il y en a de ces groupes-là, c'était des bons militants, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont parti des partis politiques. Il y a eu l'ADQ qui s'est formé, il y a eu avant le Québec solidaire, c'était, je ne me souviens plus exactement le temps, mais c'était tous les militants du PQ. Aujourd'hui, ils sont plus au Parti québécois. Mais qu'est-ce qui se passe? On est c'est pour ça que ça prend un mouvement populaire, je le répète encore, et faisons pas ce qu'on a fait en 76, nous, les plus vieux, le Parti québécois, l'élu, on s'est assis sur notre trou de queue. Puis on a dit, ils vont faire la souveraineté. Puis là, je l'attends encore. Merci. Je sais pas, moi je suis pas de cet avis-là. Je veux dire, ils ont travaillé fort en 95, ils ont travaillé d'arrache-pied, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour rejoindre tout le monde. Et puis ça revient toujours à la même chose de dire que cette quasi-victoire, qui n'a pas été une victoire, qui est devenue une défaite, est devenue une défaite monumentale au fil des ans. On s'est mis à penser qu'il y avait peut-être 10% des Québécois qui ont voté pour l'indépendance. Ils ont fait un beau travail en 95. On a fait notre possible. Il est arrivé ce qui est arrivé. On sait ce qui est arrivé. Par la suite, il ne faut pas oublier les Bouchard, les Pierre-Marc Johnson, puis ces gens-là. Eux, on peut les qualifier d'opportunistes. Eux, on peut dire, OK, ils étaient là pour calmer le jeu, puis calmer les gens. Mais de là à dire que parce qu'on n'a pas remporté le référendum, à partir de là, le Parti québécois n'a jamais travaillé pour l'indépendance du Québec. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Bon, alors bon, là, on peut effectivement... c'est ça peut-être aussi le fruit de la dissension. Est-ce que c'est important d'être d'accord ou pas d'accord sur des analyses précises ou pas des choses? Ça, je sais pas. Là, il faut s'entendre sur une série d'actions ou de principes concrets. Et ces choses-là, c'est... Oui, il y a eu un débat et depuis que l'Assemblée du NMQ du 21 août, c'est arrivé aussi plus précisément. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un mouvement citoyen, indépendantiste, en dehors des partis, qui continue à travailler et qui, même quand le Parti québécois va être élu ou autre parti indépendantiste, même quand l'indépendance va être réalisée, va continuer à travailler et qui va donner ce que Charles Hamel entend quand il parle de vigile permanente ou infinie, c'est-à-dire en fait de
réinstiller dans la population québécoise le goût de l'action politique ou de l'action démocratique ou le fait de débattre librement sur la place publique entre gens qui viennent de différents horizons et d'avoir des débats et de discuter et que ça parte des gens au niveau du sol et que ça remonte vers le haut ensuite. Toute cette espèce de truc-là, OK, il faut instaurer quelque chose qui est presque plus large que l'indépendance même, qui est le retour, reprendre le contrôle de la démocratie et réactiver le sentiment démocratique ou le réflexe démocratique chez les gens. Maintenant, comment on fait ça? C'est ça la question. Je pense que ça se fait, il faut voir différents stades ou différentes étapes, malheureusement d'une certaine manière. La première, c'est qu'on est un certain nombre de groupes indépendantistes, militants, prêts à faire un certain nombre de choses déjà éveillés. Le problème de ce niveau-là de militantisme, c'est que les gens ont des opinions, les gens ont des différences de vues, des différences de stratégie, ont des solutions qui ne correspondent pas les unes aux autres vraiment. Comment on fait pour que ces groupes-là se coordonnent, travaillent ensemble et aillent dans la même direction? La deuxième étape, une fois que ces groupes-là sont faits, il y a 40% de gens qui sont pour l'indépendance du Québec, bon an, mal an, grosso modo, on va tourner autour de 40%. Comment réveiller ces 40%-là et les faire sortir? Charles Hamel, la semaine dernière, disait que plein de gens sont fâchés dans leur maison. Ils sont très fâchés. Bon, ben, c'est ça. Mais il y a 500 personnes au Square Victoria. Tu avais 20 000 étudiants. Oui, tu as 20 000 étudiants dans la rue. Mais les étudiants dans la rue, est-ce que c'est quel pourcentage des 40% d'indépendantistes qui sont dans la rue? Il y a beaucoup d'anglophones dans le truc. Est-ce que McGill, Dawson et tout ça qui étaient là dans la rue jeudi, c'est des indépendantistes, c'est 40% d'indépendantistes? On parle de s'impliquer démocratiquement. Oui, non, mais mélangeons pas les trucs ici. C'est-à-dire qu'il faut s'impliquer démocratiquement, mais il faut que ce soit les indépendantistes qui lancent le mouvement de s'impliquer démocratiquement et qui poussent les autres. Je veux dire, le Québec indépendant doit être fait par les indépendantistes du Québec. Et qu'il faut transformer tous les Québécois en indépendantistes. C'est un peu ça l'objectif et l'espèce de ligne de conduite. Donc, une fois que le mouvement est coordonné, le premier truc, Mario Beaulieu, tu m'as raconté, avait dit ça la semaine dernière, moi j'étais parti quand il a dit ça, qu'il faut recruter plus de gens, il faut avoir plus de monde, tout ça. Mais la première étape, c'est de donner, et ça, les médias tablent là-dessus énormément. Ah, le mouvement est désuni, ah, le mouvement s'éteint, ah, il n'y a plus rien et tout. Ah, les gens ne sont pas intéressés parce que le mouvement s'éteint. Ben, OK, allons dans le sens contraire et montrons un mouvement uni et absorbant et tout ça. Les gens vont dire, ils vont être attirés par ce qui fonctionne et ce qui marche. Et une fois que ça va fonctionner, que ça va se coordonner. Donc, la première étape très simple en apparence, on est combien là, de militants dans l'affaire? J'ai aucune idée du nombre qu'on peut être. On n'est quand même pas des millions. On peut essayer de se parler, de se coordonner et puis de discuter ensemble puis de serrer créer des liens puis faire des choses ensemble. La question, c'est ça. C'est concrètement comment on fait pour se coordonner et travailler tous dans une seule direction. Vas-y. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est d'établir des demandes simples ou des objectifs simples. Quand je regarde le nombre de demandes d'Occupons Montréal, je trouve que c'est un paquet de demandes. Moi, je dis qu'ils vont se diviser entre petits groupes qui vont travailler chaque demande et qui vont finalement, ou ils vont demander toutes ces demandes-là en même temps. Je veux dire, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils demandent qu'une demande. Je crois que c'est un peu la même chose pour la mouvance indépendantiste. Il va falloir qu'elle aille qu'une demande. Et puis là, quand cette demande-là va être réglée, là, après ça, on passe à l'autre demande, puis l'autre demande, puis l'autre demande, jusqu'à temps qu'on atteigne notre but. Ici, quand on lit notre déclaration, c'est pas compliqué. C'est la destitution de Charest. C'est remercier Jean Charest de ses services. C'est d'exiger des élections, si on veut. C'est de dire, démissionne Jean Charest, va-t'en. Ça fait 7 mois qu'on est ici. Donc, nous, ici, on table là-dessus. À partir de là, tous les participants qui viennent, souvent, ils vont parler un petit peu plus d'indépendance et des choses comme ça. Mais on se réunit à chaque samedi ici, on table sur le fait de forcer Jean Charest à démissionner, de forcer les libéraux à partir en élection. Ça pourrait être la même chose pour la mouvance indépendantiste. Bon, tu viens de dire une chose, combien qu'il y a de militants indépendantistes. D'accord, tous les groupes, tous les gens se parlent et disent, on fait un recensement.
de tous les militants. Combien sommes-nous? Si on dit 41% des gens sont pour la souveraineté, est-ce que 41% de la population québécoise fait du militantisme souverainiste ou indépendantiste? Non. C'est dans ce sens-là aussi. OK, c'est une étape à faire, mais moi je crois sincèrement que c'est ça, c'est en ayant des buts simples et en ne s'écartant pas d'autres choses. Je veux dire, on vient ici, on dit ce qu'on a à dire, on s'en va. Moi, je remarque souvent, il y a des gens qui viennent parler, ils n'écoutent pas ce que les autres disent, ou les gens disent quelque chose, il y a un débat qui part, mais une fois que c'est terminé, tout le monde repart chez eux. Tu sais. Mais je dis que si on table sur des choses simples, ça va avancer. Cet été, il y avait Sébastien qui disait on martèle sur qu'une chose, que le peuple est libre avant d'être asservi, que notre liberté est à côté de nous, que ça fait 30 ans qu'on est libre, mais on ne l'a pas concrétisé. Et là, il y amenait des affaires de constituantes, il amenait de répéter sans arrêt à chaque vigile que nous sommes libres, que le peuple québécois est libre. C'est une idée. Donc, oui, Jonathan Cyr, ça prend vraiment à la volée. Tu viens de dire, il y a du monde qui parle, quoi que ce soit. Au vigile, ici, qu'est-ce que les gens viennent faire? Il y a des gens qui viennent écouter, des gens qui viennent réciter un texte ici. Les gens viennent, très personnellement, j'ai écouté des gens, j'ai cherché de l'information, j'ai un peu me nourrir. Il y a une bonne partie des vigiles, puis c'est pas que c'est pas intéressant, mais comme la discussion que vous avez là, c'est que la poutine interne d'administration des vigiles qui n'arrêtent pas d'affaire à la caméra. Selon moi, on aurait dû déjà fermer la caméra pour environ 15 minutes, puisque c'est du matériel intéressant qu'on avait. Ça a terminé avec l'intervention de Denis ou de Thierry, mais bon. Je pense que quand on en tombe dans la poutine, arrêtons cela. Ayons vraiment du matériel très, très concret à mettre sur Internet, que ce soit vraiment très intéressant pour les gens. Puis, je pense que ça va faire en sorte que les gens vont vraiment rester concentrés à ce qui est dit à l'avant. Puis que, surtout quand c'est l'hiver, il va faire froid, là, je pense que ça s'insiste sur 1 heure 30, 2 heures, là, pour avoir la poutine interne. Les gens vont quitter, puis ça va être écoutable pour tout le monde. Autant pour les gens que pour les gens de l'organisation, pour ceux qui parlent, qui ne se sentent pas écoutés. Donc, c'est ce que j'avais à dire, tout simplement. Réal Mathieu. Je suis pas trop d'accord qu'on vienne ici faire des lectures de livres. Okay? Quand même, pas un club de lecture. Ça a parti en hiver, au mois de janvier. On allait avec une chandelle devant le bureau de Charest. Là, puis il n'y a personne qui lisait rien. Là. On discutait des problèmes qu'on avait avec la corruption et tout. Mais là, venir ici, faire des lectures, on peut se faire un clip de lecture quelque part. Je pense pas que c'est la place pour se faire des lectures. On peut suggérer un livre. Je l'ai chez moi. J'ai déjà lu. Mais, tu sais, quelqu'un va m'en lire des bouts. Je suis pas intéressé. C'est normal qu'il y en a qui n'écoutent pas. C'est un exutoire ici. C'est pour se exprimer notre frustration, notre révolte, notre indignation. Alors, quand les gens n'ont plus rien à dire, ça va dans le même sens que Jonathan. Ferme la caméra, la vidéo est finie. Voilà, c'est tout. Les deux choses. Première chose, pour répondre à Jonathan, non, moi je trouve qu'ici, on filme ce qui se passe ici, et puis ici, il y a des discussions par rapport au mouvement et l'orientation du mouvement. On peut aussi bien des filmer puis de l'avoir en archive, parce que l'idée, c'est de filmer la progression démocratique que le mouvement a. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a une progression démocratique. Quand on a des débats, quand on se met à argumenter telle ou telle chose, et l'orientation du mouvement, c'est important de l'avoir en archive pour dire il y a une progression démocratique ici, c'est vers ça qu'on s'en va. On peut pas avoir le même système là qu'il y a à Occupons Montréal, des assemblées générales et tout le monde est d'accord et des choses comme ça. T'sais, moi, de la façon que je vois ça, c'est qu'on discute jusqu'à temps que la plupart des gens viennent à une conclusion semblable et soient d'accord avec ces choses-là. Et puis bon, il peut y avoir des détails et de la poutine, là, si on veut, de comment s'organiser pour telle ou telle chose. Mais moi, je trouve ça important quand même qu'on en discute devant la caméra, qu'on en discute devant les gens qui sont ici. Parce que ça fait partie du travail de progression démocratique qu'on a. Fait que ça, c'est le premier point. Deuxième point, la lecture de texte et tout ça. Ça, c'est parce que quand on a créé ça ici, l'idée, c'était aussi, c'est inspiré du moulin à parole.
s'est inspiré des gens qui voulaient faire découvrir des textes, qui voulaient lire des textes devant les autres. C'est quelque chose qui est intéressant au niveau qu'il y a des gens qui n'auront pas accès à ça ou qui n'auront pas le temps d'aller lire cette chose ou tel autre ou tel truc. Des bouts de livres, des préfaces, des choses comme ça. Moi, je trouve ça super intéressant. Tu lis un livre, tu trouves un passage le fun, tu veux le partager avec les gens. Moi, je trouve que c'est nécessaire ici. Il y a le devoir de mémoire collective, c'est-à-dire que tu peux dire, bon, et en passant, bon, je vous dis telle chose, et en passant, j'ai un livre, vous pouvez bien aller le lire. Je trouve que ça enlève le côté de mémoire collective, le côté qu'il y a des gens qui ont écrit des textes et que c'est intéressant de les relire pour les gens qui les ont jamais entendus et justement pour Jonathan et d'autres gens qui viennent ici pour se nourrir d'informations. Moi, quand M. Édouard Cloutier est venu ici, il a lu la loi 99 au complet, il l'a proposé en tant que document constitutionnel, mais quand je l'ai entendu, j'ai dit, au moins ça existe ce document-là, puis ça m'a appelé à aller me renseigner et à aller le lire. S'il était venu puis il avait dit, on en a une constitution, c'est la loi 99, allez trouver ce document-là, merci, bonsoir, puis il serait reparti, j'aurais peut-être été moins capté à aller en prendre connaissance. Je pense qu'il y a une différence entre lire un document comme la loi 99, que je pense que, moi je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il y avait un document dans ce sens-là, que l'art de la guerre de Sun Tzu qui est disponible dans toutes les librairies du Québec, puis même dans toutes les bibliothèques du Québec, puis s'ils n'ont pas, demandez-leur, ils vont vous commander avec plaisir, c'est leur devoir. Et puis après ça, comme je vous dis, sur 1h30, 2 heures de vigile, si on veut attirer les citoyens, comme j'ai vu beaucoup quand on a été des citoyens aujourd'hui arrêtés, je pense qu'ils vont s'intéresser aux choses concrètes qu'on va leur dire, mais quand on tourne dans la gestion interne, ils font juste un petit arrêt-stop, ou s'ils font un arrêt-stop, puis ils tombent pendant qu'on a la poutine interne, ils se disent, moi je ne viendrai pas ici. Il y a un côté démocratique à la vigile, ça je peux comprendre. Ensemble d'un café, organisons-nous, avons des propositions si on sent que la vigile a besoin de prendre des décisions. Puis après ça, on arrive avec des propositions, puis on passe peut-être un vote devant la caméra, mais je pense qu'il faut quand même avec un minimum de concret. Je dis, moi j'aime ça venir ici, je me nourris, mais passer des fois plus de temps à vous regarder, discuter, avec une discussion même sujet que je trouve complètement exclu de discussion, ça ne me rejoint pas. Il y a un petit peu long, la vigile. L'idée, c'est justement, si tu te sens pas interpellé, c'est que tu peux venir le dire devant la caméra et dire « je ne suis pas interpellé par ça ». C'est ça l'idée, et je suis pas interpellé par ça pour telle raison, comme tu viens de faire. Puis là, c'est ça, c'est que là, il y a une progression démocratique qui est filmée, et puis à partir de là, c'est là qu'on peut comprendre. Et je terminerai en disant que je trouve que ce débat-là devrait être terminé justement dans un café parce que ça peut s'éterniser pendant des heures et des heures. Merci. Avant de partir, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'article 99? La loi 99, c'est le document que Joseph Facal a écrit en 2000, qui a été proposé en tant que loi constitutionnelle. C'était une réponse à la loi sur la clarté référendaire au fédéral de M. Dion. Et puis c'est un document constitutionnel qui décrit la Constitution du Québec en plusieurs articles et qui parle de l'État. Ça s'appelle les prérogatives et fondements de l'État du Québec et du peuple québécois ou quelque chose comme ça. Tu pourrais-tu mettre ça sur le... C'est sur le site. C'est sur le site en archive lorsqu'il l'a prononcé. Donc là, il faut que vous alliez dans les archives en avril quand il en a parlé. Les archives sont difficiles à trouver. Quand tu vas sur le site, tu vas sur l'archive, texte, vidéo. Je suis allé cette semaine, là, puis vidéo, il y a 2-3 vidéos, c'est maximum. Non. Ah, ouais. Non, il les a depuis le 13 août. La dernière vidéo, c'est celui au début d'octobre. Chaque vigile est là depuis le 13 août. Mon ordinateur ne le montre pas. En tout cas, il y a précédent, il y a vidéo précédent au bas. C'est sûr qu'il ne peut pas tout prendre la page avec toutes les vigiles. Peut-être, j'ai pas vu ça. Habituellement, j'ai foulé partout. Peut-être le remettre.
Non, ben là, c'est parce- J'irai voir. Mais tu les as depuis le 13 août. C'est devrait puis, être écrit plus gros, le précédent. Là, ben, Ouais, ben, en tout cas, on travaille sur un modèle là, plus beau là, pour une forme plus belle pour le site, là, son travail. je vais aller voir, puis je ferai des petits Oui, parce que dans commentaires. l'archive, en plus, tu as l'option dans les mois, tu peux y aller par mois, là, puis à chaque mois, tu as les textes, les photos et les vidéos. Ah, il n'y a pas vu ça. Juste un truc. Je suis un peu perplexe parce que bon, je parle pas de Sun Tzu, là, mais la notion selon laquelle une réflexion sur comment on va réussir à rassembler le monde, je vois pas en quoi c'est de la poutine interne. Je sais pas, je suis un peu interpellé et interloqué par ça parce qu'il me semble que c'est la base du problème qu'on a affronté en tant qu'indépendantiste. On est pris avec ça, on discutera. Et ça, c'est un appel qu'on lance et il n'y a pas de réponse. Là, on va pas régler ça dans un café en une heure de réunion entre nous autres, techniquement, comme pour préparer l'affichage. Là, c'est une réflexion à long terme sur où en est la population et qu'est-ce qu'on fait pour réveiller la population. En tout cas, moi, personnellement, je vois pas ça comme un petit truc technique que je vais régler en deux coups de cuillère à four. Peut-être que je suis moins intéressant quand je lance ce débat-là, ou que le débat, c'est plus des questions que de l'exutoire et puis des réponses, ou bien une espèce de lecture de la situation, mais ça me semble le problème fondamental à discuter. S'il y a une chose à discuter, c'est de ça, et il y a beaucoup de questions à se poser, et on est au début de la réflexion là-dessus. C'est tout ce que je veux dire. Mais c'est juste que ça me... Ah, c'est de la poutine, ça? OK. Pour moi, c'est comme la recherche du Graal. C'est... Non, c'est en réponse à la division, là. C'est en réponse à comment coordonner, c'est la réponse à comment combattre contre la fragmentation du mouvement indépendantiste. Je crois que c'est une réflexion pour tout le monde. C'est pas la poutine interne de mars 2011 ou comment mars 2011 peut rejoindre la population indépendantiste. C'est vraiment tous les indépendantistes doivent se poser cette question. Ça finit le truc. André Lepage, moi, je trouve que ce qui manque ici, présentement, il y a beaucoup de nos passants. Il n'y a pas de pancarte, d'écriteau qui dit qu'est-ce qu'on fait ici. Tu sais. Ce serait bien bon avoir un 2x2 marqué opération vigile du samedi, en tous les samedis. Puis aussi avoir quelqu'un qui distribue un tract. Une feuille, on voit un tract, une feuille 8,5 par 11 coupée en 4, puis écrit dessus, pas plus que ça, le nom du site, qu'est-ce qu'on fait, le donner aux patients. Merci. Tu vois, ça, je trouve que c'est de la poutine. Ça, je trouve que ça, là, vous êtes tous invités après la vigile. Vous pouvez en discuter dans un café de, bon, qu'est-ce que mars 2011 fait pour être connu, qu'est-ce que mars 2011 fait pour se faire connaître, etc., etc. Ça fait longtemps quand même qu'on discute pour les... Ça fait longtemps qu'on discute pour les tracts et toutes ces choses-là, et puis vous êtes toujours invités après les vigiles de venir en discuter de ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait dire quelque chose? Donc, ça termine la 33e vigile. Je vais lire la déclaration. À moins que quelqu'un aimerait la lire, qu'il ne l'a jamais lu, qui est venu parler. Donc, nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire. Les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques.
Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent, en décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout. Le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence.